بعد هالجلسة المثمرة اللي تمحورت حول العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي عم نواجهها وبيواجهها العالم بشكل عام، نتوقف مع حديث خاص مع الصحافي والكاتب الفرنسي أندري بيركوف بحاوره السيد زياد مخول رئيس التحرير بلوريان لو جور. ميرسي حبيبي. ثانك يو. Un tiers toi, deux tiers moi. Un tiers. Tu dis hein? Quand je veux. Bon. Bonjour, sabah al-khair, good morning. Je vois dans les yeux de certains qui se demandent où sont les gants de boxe. Il n'y a pas de gants de boxe. Comment deux polémistes, un lion superbe et généreux, comme disait Victor Hugo, qui a commencé à Lorient, puis au Jour, et qui a écrit dans pratiquement tout ce que la France compte de médias, comme Le Monde, comme Libération, comme Playboy, comme lui, comme Le Nouvel Observateur, et comment ce plus très jeune lionceau vont pouvoir se parler sans rentrer dans des espèces de combats comme ça à main nue. C'est vrai qu'il y a des combats que André Berkoff et moi partageons grandement, mais il y a aussi de très gros points de divergence. Mais si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas parce que je ne peux pas dire non à mon ami Maïchidia. Bonjour Madame la Ministre, vous allez bien? C'est pour trois raisons. Un, parce que je suis ému. Je suis ému quand je lis et que je relis une phrase qu'André Berkoff a dite un jour. Il a dit « J'ai pleuré quand on a rasé Bébé Driss ». Et il a dit « Foutez la paix à ce pays parce que ce pays m'a appris que la vie est belle ». Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je suis fasciné. Fasciné par ce monsieur qui était très proche de François Mitterrand, n'est-ce pas André? De Bernard Tapie, entre autres, qui était proche de cette espèce de gauche progressiste, de cette gauche qu'il appelle gauche caviar, et qui a fait une espèce de mutation génétique vers une espèce de droite extrême, identitaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu un déclic, il y a eu un truc dans les gènes, il y a eu... Non, c'est absolument pas génétique, c'est tout à fait réfléchi, et ce n'est pas Ziad de la gauche à la droite. D'abord, merci pour ce que tu as cité. Je t'en prie. C'est simplement quand je me suis aperçu, peut-être pas tard, non, mais au bout d'un moment, que cette gauche qui se prétendait gauche avait abandonné le peuple. Et cette histoire de l'abandon du peuple n'est pas seulement vis-à-vis de la France. Le grand problème que nous vivons aujourd'hui, l'un des grands problèmes, on a beaucoup parlé d'économie, et on a très peu parlé d'identité. Or, il y a dans beaucoup de pays, et regardez les résultats des élections
en Europe de l'Est, regardez en Italie, regardez au Brésil, regardez aux États-Unis. J'écoutais nos respectables conférenciers qui disaient que l'Amérique s'est recroquevillée. Idiot, l'Amérique ne s'est absolument pas recroquevillée. Elle a changé de paradigme et il faut l'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une mondialisation formidable qui a servi. Il y a beaucoup moins de pauvres, il y a beaucoup moins de gens qui crèvent de faim, la mortalité a diminué, et il faut le dire, grâce à la mondialisation, à la globalisation. Mais en même temps, nous avons eu quoi? Nous avons eu ce qu'on appelle une sécession des élites. Les élites mondialisées, qui ont dit formidable, regardez ce qu'on a fait, nous sommes les productifs, nous sommes les créatifs, nous sommes les gens qui font. Vous, les petits commerçants, les petits artisans, vous écoutez, vous êtes bien, mais ne nous embêtez pas, on ne va pas vous laisser mourir de faim. Et voilà ce qui s'est passé. Mais pardon, je vais Oui. juste, on va se tutoyer parce que, bon, voilà. Si tu veux. Je vais t'interrompre 2 secondes. Ouais. Entre cette gauche qui, et là je partage ton point de vue, a un peu shifté, a un peu abandonné ses priorités, et cette droite extrême et identitaire. Il n'y a pas un Macron, par exemple, au milieu, vers lequel tu aurais pu... Non, d'abord, je ne suis pas droite extrême et identitaire, mais je voudrais m'expliquer sur l'identité, Ziad. Macron, c'est autre chose. Macron est un type qui portait effectivement un espoir du nouveau monde. Hein. Il a parlé beaucoup de nouveau monde. Bon, ça fait 1 an et demi qu'il est là, on ne va pas juger en 1 an et demi. Le problème, c'est qu'il est, comment dirais-je, il fait de la segmentation. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas Auchan ou Carrefour ou Lidl. La politique, ce n'est pas de dire, voilà, pour telle clientèle, je vais donner ça, pour telle clientèle, je vais donner ça. La politique, c'est aussi d'avoir un projet. Macron, honnêtement, ne m'a pas séduit. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais vous savez, il y a le blocage, en principe, le 17 novembre. Énormément de gens vont descendre dans la rue. Mais ça revient à ce que je disais. Ces gens-là, c'est quoi? C'est pour ne parler que de la France, justement, c'est 55% des gens. Petits artisans, petits commerçants, agriculteurs, policiers. Je ne vous parle pas du taux de suicide dans la police, chez les agriculteurs, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés. À tort ou à raison. Je ne fais pas de morale ici. J'essaie d'expliquer les faits. Vous avez donc ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu au Brésil? On disait Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, il est à la droite d'Adolf Hitler. Attendez, on réfléchit un tout petit peu. Quand on sait que les morts au Brésil chaque année, c'est plus que les morts en Afghanistan, à cause de la sécurité, à cause des gangs. Mais donc, à cause c'est-à-dire de que la pour ça, il faut un dictateur qui aille vers les extrêmes. Il faut qu'il soit de gauche ou de droite. Oui, Qu'est-ce qu'il non, faut, ce alors qu'il faut, c'est de l'autorité. Non, pas besoin de dictature. Il faut arrêter de dire je comprends la personne qui, quand une femme est dans la rue, va ou la violer ou la tabasser. Je comprends Mais parce qu'il a des comment André? Quel dirigeant mondial? Mais des sociologues, mais des psychologues, mais des tas de gens. Mais ça ne veut pas dire que les leaders du monde vont suivre ces sociologues, ces psychologues. Les leaders du monde se contentent de regarder en termes d'élection. Je rappelle une phrase de Winston Churchill que j'adore. Il dit un politicien pense à ses réélections. Un homme d'État pense aux générations. Mais vous adorez Voilà. André, je vais pas rester trop longtemps dans ma fascination, je vais shifter bientôt vers ma curiosité. Pourquoi je suis curieux d'apprendre des choses sur ce monde de la part du seul journaliste français qui a interviewé quand même un homme qui nous divise à tous, qui est Donald Trump. Mais je vais continuer pendant 2-3 minutes sur ma fascination parce que vous aimez les formules. Vous venez de citer Churchill et moi j'ai lu des formules. Bon, je ne compare pas Berkoff à Churchill évidemment, je ne vais pas y aller. Mais j'ai lu par exemple, j'espère que notre amie l'ambassadrice de Suède n'est pas là, j'ai lu la Suède, ce pays de larves, ce pays de limaces, ce pays de soumis. Oui, parce que c'était l'expression de ma colère envers un pays que je connais. C'est parce que j'aime la Suède, parce que je suis allé souvent en Suède, que je vois ce que la Suède est devenue. Et je demande à qui d'entre vous va en Europe, allez à Malmö, allez voir ce qui se passe dans ces pays, Ziad, si vous avez l'occasion, et vous penserez comme moi. On a laissé faire. Le vrai problème des peuples un peu partout, le vrai problème des pays, vous savez, c'est Einstein qui disait, je ne veux pas faire trop de citations, il disait le pire, ce ne sont pas les criminels, le pire, ce sont ceux qui laissent faire. C'est-à-dire, soit par indifférence, soit par lâcheté, soit par opportunisme, soit par ceci. Or, quand vous laissez faire, je vous assure que vous allez en Suède aujourd'hui, dans certaines villes, je ne dis pas tout le pays, mais ça a été une réaction de colère face à des choses que j'ai vues, comme par exemple, et je vais citer, puisque vous me parlez de ça, il y a une fille qui a été volée par 15 types. Et on a dit là-bas, c'était
malheureusement, je ne dis pas qu'il n'y a que les migrants, c'était des migrants. Et on leur a dit, écoutez, on ne va pas vous toucher, puisque si vous rentrez dans votre pays, vous allez être emprisonné. Donc, vous restez en Suède. En prison, en Suède. En prison Ouais. pour 6 mois. Non. Donc, moi... Comment ça? La Suède punit un viol avec juste 6 mois d'emprisonnement. C'est ce qui s'est passé, c'est un fait. Bon, c'est pas très non, mais important. pour aller au-delà de ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je veux dire simplement qu'il y a eu généralement, etc., une espèce de, je dirais pas le laxisme, comment dire ça, une espèce de dire, écoutez, c'est pas notre problème, parce que nous, je veux dire nous, on est protégés, on est dans des villas protégées, on est des endroits protégés, encore qu'au Liban, et Meshidiak en est le vivant exemple, on sait ce que donne quand on fait de la liberté. Et le ministre Hamadé. Et évidemment, Marwan Hamadé, évidemment. Ils ont payé très cher ce que c'est que d'Adjali. Et ils sont toujours vivants. Et merci. Et merci. Non, mais moi je finis là sur ma fascination, sur cette mutation, cette évolution. Il y a quand même, c'est quelque chose de bizarre de la part d'un magnifique juif errant, d'en vouloir autant à ces migrants, d'en vouloir autant à ce métissage. Comment, je ne peux pas comprendre qu'André Berkoff, que j'ai lu et relu et relu, soit à ce point vomi dans sa bouche à chaque fois qu'il entend parler de migration, de déplacement, de métissage. Je ne vomis pas du tout. Non, c'est moi qui veux. Non, c'est moi. Ah bah si vous vomissez, eh bien écoutez, vomissez. Non, mais parce que je suis surpris là, je suis triste. Mais parce que vous avez très mal interprété la chose. Évidemment. André, on est... Ah, Ziad, attendez, je ne suis pas en train de généraliser, je déteste les généralisations. Attendez, qu'est-ce que vous me parlez? Moi, je suis un migrant. Ben voilà, c'est ça. Alors, je veux dire, moi, je suis le premier des migrants. Alors, je ne vais pas dire les migrants, je déteste les, vous savez. Quand on dit les Arabes, les ceci, les cela, il n'y a pas, il y a des. Il n'y a pas les. Il faut finir avec ce mot les. Tout le monde n'est pas des chosifications selon la religion, selon l'identité, etc. En revanche, quand il y a une immigration, je dirais, de peuplement, c'est-à-dire de masse. C'est-à-dire musulmane, il faut dire les mots. Pas du vous tout, n'avez pas jamais du eu peur tout. des mots. Africain, mais non, mais il n'y a pas musulmane ou pas musulmane. Il n'y a pas que des musulmans. Mais André, votre cible depuis quelques années, dans Valeurs Actuelles, lorsque vous faites vos éditoriaux au micro de Sud Radio, c'est l'islam. On vous reproche beaucoup. C'est faux. Alors excusez-moi, là je vous surprends en flagrant délit de désinformation. Surprenez-moi, c'est des fake news. Ah mais c'est faux, non, c'est ridicule. Je n'ai jamais attaqué l'islam en tant que religion, jamais. Non, je ne parle pas en tant que... Enfin, non, si, c'est ce que vous venez de dire. Non, dans votre manifeste, non, j'ai mes notes 2018 là sur mon téléphone. On est là pour parler, on est là pas pour faire... Pour parler de... Non, personne ne peut m'accuser de fake news, surtout pas vous, André. Manifeste contre le nouvel antisémitisme, vous parlez d'une épuration ethnique à bas bruit. C'est faux. Alors, comment ça c'est faux? Pardon, ce n'est pas un texte de moi. C'est un texte fake news. C'est un texte qui a été signé par 400 personnes. Dont vous. Et je l'ai co-signé. Oui, mais ce n'est pas un texte de moi. Non, mais d'accord, André, mais vous avez co-signé ce texte dont vous partagez ce qu'il dit. Mais à aucun moment, il y a une phrase contre l'islam. Je vais vous m'entraîner. Non, il y a une phrase qui parle d'épuration ethnique à bas bruit qui serait en cours contre les juifs de France. De la part des musulmans. Jamais. Eh bien, si jamais, écoutez, s'il y a eu ça, je ne sais pas, je n'ai pas le texte en moi, mais ce n'est pas un texte de moi, j'aime pas. Non, mais vous l'avez signé, André. Je l'ai signé, mais à aucun moment vous ne pouvez dire, et ça vraiment, ça, c'est, parce que moi je suis quelqu'un, je vais vous dire, vous me parliez du Liban et revenez à des choses réelles. Moi je vais vous dire une chose, quand j'étais au Liban, Marwan le sait, Marwan je le connais, on avait 4-5 ans. Et mes amis, c'était Ahmed, c'était Issa, c'était Isaac, c'était Harant, c'était ceci ou ceci, cela. Moi, j'ai grandi dans un Liban où il n'y avait pas ni d'épuration ethnique, ni de différenciation ethnique, ni rien. Nous allions avec Mohamed et Issa à la messe de minuit. Et il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Depuis ? Mais qu'est-ce qui s'est passé au Liban depuis Ziad Mahroul, où vous jouez aux spectateurs? Non, je ne joue pas du tout aux spectateurs, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Non, je ne joue ni aux spectateurs. Non, alors ne commencez pas à me chercher parce que vous me trouverez. Ah ouais, mais j'adorerais vous trouver, André. Alors si vous me trouvez... André, vous voulez un verre d'eau? Non, je vais très très bien, Ziad. Mais j'aime pas ce petit... Non, il n'y a pas de petit, André. Je cite un document que vous avez signé. Non, et vous sortez tout de suite cette phrase trempesque de fake news. Alors, très bien, arrêtons puisque c'est faux. Vous avez signé quelque chose sans savoir de quoi il s'agissait. Non, je ne vais pas du tout. Mais donc, ne me cherchez pas, vous ne pouvez pas me trouver. Mais j'adorerais vous trouver, André, pour la deuxième fois. Je suis en train de vous dire que j'ai grandi et que je suis sans la moindre
truc ethnique, parce que c'est ça que vous avez fait comme allusion. Je n'ai pas ça. Mais je Moi, n'ai j'ai fait grandi aucune dans allusion, j'ai quoi cité un extrait de ce manifeste que vous avez signé. Eh bien, c'est un extrait qui n'est pas anti-islam, qui est en train de dire simplement qu'il y a des choses, effectivement, qu'il faut changer. C'est tout. Je vais vous dire, et c'est pas à vous que je dirai qu'est-ce qui s'est passé au Liban et qu'il y a eu des guerres. Finalement, donc je suis plus spectateur, je suis content. Non, vous êtes toujours spectateur, mais vous essayez de vous donner le beau rôle, vous avez raison. C'est pas le problème. Le problème, il est qu'un peu partout, nous avons deux genres d'identité. Nous avons des identités meurtrières. Il y a des gens pour qui l'identité, c'est d'être contre quelqu'un, contre une race. Une race, ça n'existe pas, une religion, une ethnie, etc. Et il y a ce que j'appelle les identités ouvertes. Et les identités ouvertes, ça c'est bien. On n'a pas voulu reconnaître, on n'a parlé que d'économie, si je veux dire, pour maintenant revenir calmer le jeu. C'est que les identités, c'est quelque chose de digne, ce n'est pas quelque chose de fasciste. Parce que quand on dit identitaire, on dit identitaire. Mais quoi, identitaire? Attendez, le monde s'est fait selon l'identité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, encore une fois, je n'ai pas de jugement moral. Je suis très frappé, je vous dis, par les élections qui se passent. Pourquoi l'Europe de l'Est? Parce que l'Europe de l'Est, ils ne veulent pas de migrants. Mais qui aussi ne veut pas de migrants? Soyons clairs. Toutes les migrations qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu un migrant qui a été reçu dans les Émirats, en Arabie Saoudite, au Koweït? Au Koweït, ils l'ont dit, pas un migrant. Bon, alors ils disent à l'Europe, allez-y, prenez. Alors l'Europe, évidemment, qui est dans le repentir, dans la repentance. Ouf, ça fait longtemps qu'elle en est sortie. Hein, vous rigolez? Vous non. Quand Angela Merkel, je vais vous donner des exemples. Elle s'est mordu Angela les doigts Merkel, jusqu'au coude, la Ah, elle s'est mordu les doigts. Mais elle a accueilli 1 million de migrants. Mais c'est pour des raisons 2 millions de économiques, migrants. c'est pas du tout pour des raisons de Eh repentir. bien, résultat, regardez les élections. Regardez les résultats des Certes. élections en Allemagne. Mais puisque vous parliez Voilà. d'identité meurtrière, André, et d'identité ouverte, votre ami Donald, Oui, vous le placez où? mon ami Donald. Mon ami Donald, d'abord, c'est pas mon ami, mais c'est Vous êtes quand même le seul journaliste Oui, français qui l'avait interviewé, oui, donc il y a c'est vrai. quelque chose. Non, Pourquoi non, il vous a choisi mais déjà? je vais vous Pourquoi dire- il vous a dit oui? Non, ça a été franchement un truc d'amitié avec quelqu'un qu'il connaissait très bien. Un ami de 20 ans. Ah, c'est pas une femme en commun, donc. Non, c'est pas une femme, là. Non, absolument pas. C'est pas par les femmes. C'est passé par un ami à lui, avec qui j'avais dîné à Paris, et qui m'avait dit, écoute, on parlait, et il me dit, est-ce que tu aurais envie de rencontrer Donald Trump? C'était au moment où il était candidat pour la nomination des Républicains. Bien, j'ai dit, bien sûr que j'aimerais le rencontrer, parce que ça m'intéresse, ce type qui arrive de l'immobilier et qui veut y aller. Je rappelle qu'à l'époque, quand j'ai dit, je vous raconte parce qu'il y allait, quand j'ai dit que j'allais rencontrer Trump, on m'a dit, mais pourquoi tu perds ton temps? C'est un clown, il fait ça pour ses immeubles, il va faire de la pub pendant 15 jours, et ensuite il va disparaître. Tous les experts, alors j'adore les experts, les sachants, hein, les gens qui savent, les spécialistes de l'Amérique, et qui vous disent, mais comment? À New York, j'ai des amis, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un clown ridicule. Ici, en France, pardon, il ne sera jamais nominé chez les Républicains. Ensuite, de Paul Krugman, prix Nobel d'économie, il écrit, avant, il dit, si Trump est président, l'Amérique va à la catastrophe. Est-ce que Trump est la un bon catastrophe. président? Moi, je trouve que pour l'Amérique, il est un très bon président. Et pour le monde? Non, l'Amérique est un gendarme du monde avant d'être. Est-ce que c'est un bon Je vais gendarme? vous dire, moi j'aimerais qu'au Liban, en France et ailleurs, les gens s'occupent du Liban, de la France et d'ailleurs. J'aimerais qu'on ait des gens qui s'occupent de leur pays. Ok? Lui, attendez, qu'est-ce qu'il avait à perdre? Et je vais vous donner un Non, exemple. André, vous êtes très fort pour pas répondre à ma Non, question. non. Est-ce que c'est un bon gendarme du monde, Donald C'est Trump? pas un gendarme du monde. Mais- C'est un dealer. C'est un dealer au sens négociateur du terme. Ah, ouais, vous m'avez Non. fait peur. C'est un dealer. Ça veut dire quoi? Non, mais attendez, il faut comprendre. Parce que là, excusez-moi, je ne veux pas du tout attaquer les conférenciers précédents, mais ils m'ont fait rire. Ils disent à l'Amérique, c'est retiré, l'Amérique n'est plus là, l'Amérique... Bon, ridicule. Regardez la Corée. Il y a 6 mois, on disait Kim Jong-un et Trump, ces deux fous, vont faire la guerre nucléaire. 3 mois après, Kim Jong-un et Trump, je ne dis pas s'embrassent sur la bouche, mais enfin, ça va un tout petit peu mieux. Heureusement qu'il y avait Tillerson, quand même. Heureusement. Qu'il y avait Tillerson. Oui, mais enfin, c'est Trump. Non, qu'est-ce qu'il fait, Trump? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, Trump, c'est un type qui montre les muscles. Évidemment, avec l'Amérique, tu peux montrer les muscles. C'est son truc, c'est ça. Vous savez, quand j'avais discuté avec lui, il me dit, moi, la seule chose qui compte, c'est la négociation. Quand j'achète un immeuble ou quand je vais faire un immeuble, je commence à négocier avec la municipalité, les avocats, les architectes, la mairie. C'est un dealer. Alors il dit attention quand il faut négocier en position de force. Si vous négociez en position de faiblesse, vous êtes foutu. Forcément. Si vous négociez en position de faiblesse, ah ben celui-là c'est un faible, ah ben je vais y aller.
Le monde est un rapport de force. Après, on peut faire les trucs qu'on veut, mais bon. Sauf qu'il est plus difficile de gérer le monde que de gérer un business. Mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est votre fascination, André, pour cette espèce d'homo politicus qui va de Poutine à Trump, à Bolsonaro maintenant, Salvini. Si, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Allez, avouez-le, on est entre nous. Mais entre nous. Non, et moi je constate qu'ils sont élus. Je constate que l'Italie à 70% aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien, est pour Salvini. Je constate que la Hongrie est pour Orban. Je constate que la Pologne. Il y a Erdogan, il y a Duarte aux Philippines. Vous les aimez, ces gens-là? Erdogan et Duarte, vous voyez, vous passez, ça y est, vous recommencez à glisser. Je recommence à quoi? À glisser. Mais c'est bien de glisser. Ça glisse au pays des merveilles. Ouais, voilà. Non, il faut passer à autre chose. Erdogan, c'est encore autre chose. Erdogan, c'est autre chose. Non, mais on peut pas parler d'Erdogan. Erdogan va rétablir le califat. Et Poutine, qu'est-ce qu'il veut faire? Poutine, il veut laver la Russie de la perte de l'URSS. Non pas retrouver l'URSS, mais comme par hasard, regardez, et c'est intéressant d'aller au bout. Quels sont les parallèles entre Trump et Poutine? Et moi je dis, je ne veux pas faire les bas, que Trump et Poutine vont s'entendre. C'est l'histoire de la collusion, tout ça, du pipi de chat pour amuser la galerie. En fait, dans 6 mois et 7 mois, et vous verrez, c'est là où ça va agir sur le Moyen-Orient, que Trump et Poutine, une fois les mi-termes finis, vont commencer à parler. Pourquoi? Parce que tous les deux, non, je finis, tous les deux sont patriotes pour leur pays. Tous les deux sont souverainistes. Tous les deux se sont remis sur la religion. Poutine a rompu avec 70 ans de bolchevisme pour dire aux grands pères de l'Église orthodoxe, venez avec nous. Trump, qui est sa base à Trump? Les évangélistes américains. C'est ça sa base. Les 70 millions d'évangélistes américains. Encore une fois, je ne fais pas de morale, c'est bien, c'est pas bien. Entre un Erdogan qui veut redevenir sultan, un Poutine qui veut redevenir tsar, un Trump qui veut devenir chef des mormons, des évangélistes, des amish et tout ça. Il veut faire de l'Amérique... Il y a quand même une régression comme ça. Quelle régression? Par rapport à qui? Non. Ah, vous trouviez que le temps était magnifique? Retournez au sultanat, retournez à la attendez, retournez au tsar. Non, mais attendez, vous trouviez que le temps était... Mais le temps était magnifique quand il y avait toutes ces guerres. Et alors, vraiment, c'est... Mais quelle guerre? Au Liban, c'était pas une guerre. Mais on parle plus du Liban, là. Ah, quand ça vous gêne, on parle plus du Liban. Non, pas du tout. Je vous ai posé une question sur Trump, sur Poutine et sur Erdogan. Oui. En rapport avec le Liban. D'abord, je vais vous dire. D'abord, je ne suis absolument pas fasciné par Erdogan. Je suis intéressé, pas fasciné, mais très intéressé, c'est vrai, par les gens qui veulent refaire de leur pays un grand pays avant de s'occuper du reste. Mais en faisant ça, juste, Ziad, je reviens, ils s'occupent du reste. Quand on me dit Trump n'est plus là, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Dites-moi. Entre la... dit que Trump n'est plus là. Je sais, mais c'était par rapport à... Qu'est-ce qui se passe actuellement entre l'Arabie Saoudite, Abdelrahman el-Sisi? Qu'est-ce qui se passe avec cet axe qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui se passe avec Poutine? Et vous allez voir, Poutine, l'Iran, la Turquie, la Syrie, etc. Sauf que Poutine voulait une chose qu'il a obtenue, c'est d'avoir des bases à Tartous et Latakia. Il les a depuis toujours, ces bases. Oui, non, mais il les a beaucoup plus renforcées aujourd'hui et il ne les abandonnera pas. Mais en revanche, l'Iran, vous allez voir que si l'Iran fait un peu trop de présence en Syrie pour le moment, il en a besoin et il va aller à mort, eh bien, Poutine, vous savez, ce sont, dans ce que je veux dire, ces gens-là, ce ne sont pas des idéologues. Finissez votre phrase. Ils sont pragmatiques. Finissez votre phrase sur l'Iran, ça m'intéresse et ça intéresse, je suis sûr, beaucoup les gens qui nous écoutent. Vous pensez donc que l'Iran, c'est vital pour l'Iran, donc pour le Hezbollah? Parce que nous sommes au Liban, on va retourner un peu au Liban. Vous adorez retourner au Liban. D'avant, moi j'aimerais bien retourner au Liban de maintenant. Iran, Hezbollah, l'Iran va tout faire pour rester en Iran, en Syrie. La Russie ne veut pas de ça, il va y avoir un clash Russie-Iran. C'est-à-dire que la Russie ne voudra pas que l'Iran ait, si, dans le cadre, je ne veux pas faire de voyance. Non, mais il y a une reconstruction. Dans le cadre, milliards oui, de dollars. Absolument, mais bien sûr. Mais dans le cadre d'un accord, et vraiment je le vois, entre Poutine et Trump, c'est-à-dire entre l'Amérique et la Russie, je ne veux pas dire la paix, je veux dire désaccord, eh bien, ils s'arrangeront à ce que l'Iran ne soit pas hors jeu, mais ne soit pas aussi dominant qu'il l'est aujourd'hui. Ça me paraît, moi, absolument réaliste. On verra cette prophétie. Avant de passer aux questions des participants, il y a un sujet dont j'aimerais que vous parlez. Il y a une espèce de guerre souterraine, de moins en moins, et de plus en plus intéressante,
entre les Juifs américains et Israël. Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de Netanyahou? Est-ce que c'est à cause de Trump? Comment vous expliquez ça? Alors honnêtement, je ne connais pas assez le problème par rapport aux Juifs américains et Israël. D'abord, les Juifs américains, il faut bien dire qu'ils sont à 80% anti-Trump. C'est-à-dire qu'ils votent démocrate, ils sont complètement... Ils n'ont pas toujours voté démocrate. Hein. Non, mais alors que normalement, s'ils sont pour Israël, ça c'est vrai, c'est intéressant, puisque Trump a transposé l'ambassade à Jérusalem, ils auraient dû pour Trump. Ils sont anti-Trump. Deuxièmement, je crois qu'effectivement, vous savez, et on revient à ça, Israël est un pays qui suit son intérêt et ses intérêts. Ça, on est d'accord voilà. à 200%. Et il ne pense d'abord qu'à ses intérêts. Et toute sa stratégie, y compris là, vous savez, quand Netanyahou va en Oman voir le sultan Qaboos, et pas en catimini, hein, ça a été c'est dans grâce au toutes les sultan Qaboos, télévisions. surtout. Probablement. Et demain, il va peut-être aller au Koweït. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, au-delà d'avoir tel ou tel, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, la constitution d'axes qui sont en train de changer le paysage, je ne sais pas dans combien de temps, je ne dis pas combien d'années, mais le paysage est en train de changer à coup sûr. Pour, encore une fois, trois choses, je reviens au début. Je crois qu'il y a une question d'identité, il y a une question, et vous avez posé une question avec raison, Ziad, de dictature ou pas. Et je vais vous dire, l'exemple de la Chine est tout à fait fascinant de ce point de vue-là. Après, encore une fois, je fais pas de Terriblement morale. différent. C'est Terriblement. Non, mais 1,6 milliard mais millions d'habitants, ça ne se gère pas. Bien comme, sûr. Non, mais ce que je veux dire, ce qu'a choisi la Chine, c'est très intéressant. La Chine, faites du business, les gars. Enrichissez-vous. Moi, je suis très frappé. Vous allez n'importe où au monde et je voyage beaucoup. Allez, Vous en avez Afrique, maintenant oui, des c'est dizaines de milliers de impressionnant. touristes chinois. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de classe moyenne chinoise. Aujourd'hui, il y a 400 millions de Chinois qui font la classe moyenne, qui vont partout et qui dépensent. Je vois à Paris, boulevard Haussmann et ailleurs. Maintenant, pourquoi je parle de ça? On leur a dit, faites ce que vous voulez. Faites du business. Mais attention, vous ne touchez pas à la politique. Je vous rappelle que le Parti communiste chinois est le parti unique. Il reste le parti unique en disant amusez-vous, enrichissez-vous, faites du fric, faites du business, allez-y, faites ce que vous Vous voulez. aimeriez voir ça transposé en Europe, aux États-unis, un parti unique comme Je ça, constate. avec un libéralisme économique à Non, outrance. mais dans certains pays, je vais vous dire une chose, je vais peut-être choquer, le despotisme Bon, on en est éclairé, plus là. je dis bien éclairé, n'est pas forcément une mauvaise chose pour obtenir des résultats. Eh ben voilà, j'ai eu Au ce que bout je du- voulais. Ouais, le despotisme éclairé. Qui dans serait certains despote pays- éclairé en France? Marine Le Pen? Non, Qui? non, elle n'est pas à la hauteur. Qui est à la hauteur? Je ne sais pas. Comment ça va? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, si vous me demandez un nom, aujourd'hui, qui incarnerait le changement qu'il faut en France et de ne pas abandonner 55% des Français dans leur mouise, je ne sais pas. Très sincèrement, j'ai Bah, pas on de- ramène la monarchie, on demande au compte Mais d'Orléans. non, mais je vais vous dire, et je finis là-dessus. Le plénum du Parti communiste chinois, c'est 2000 personnes. Je parle en fait, le Parti communiste chinois, c'est des millions. Le plénum, vous savez ce qu'on leur demande pour arriver au plénum? D'aller faire Harvard Business School. Le Parti communiste chinois, il y a 2000 personnes en haut, haut de hiérarchie, qui vont faire Harvard Business School. Ça, c'est le pragmatisme. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais très sincèrement, pour un pays qui était dans la misère la plus totale il y a encore 25 ans, c'était terrible. Moi, je suis allé il y a 30 ans en Chine. C'était atroce, franchement. Voilà. Demain, la Corée du Nord va rejoindre la Corée du Sud. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas à quel Ah, demain, après-demain. ou- après-demain, oui, quand je dis demain, voilà. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter, et les gens, j'ai vu des questions où ils disaient qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi je veux dire une chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut commencer que les gens fassent. Pas qu'ils attendent tout de l'extérieur, pas qu'ils attendent tout du reste, qu'il y ait des aides, absolument, que l'ONU fasse son boulot, absolument, mais ce n'est pas à l'ONU de gérer le monde. C'est à chaque pays, à chaque ensemble de pays, de gérer leur monde. Et vous savez, le vieux truc Ziad, et vous savez, ne comptez que sur vous-même. Oui, enfin, nous, c'est difficile de ne compter que sur nous-mêmes, les Libanais. Hein. C'est très, très compliqué. C'est vrai, c'est On vrai. va justement Voilà, des voir questions. s'il y a des questions pour toi, André. Oui. Monsieur le ministre. Le micro, s'il vous plaît. Marouane, Alors, le micro. oublie que vous avez été collègue à Lorient pendant des années. Hein. Pose-lui une vraie question comme on les aime. Viens là. Je veux d'abord apporter mon témoignage à ce qu'a été
André Berkoff. Et je pense que quand André parle du retour aux identités, et du repli aux identités, il est très bien placé pour le faire, parce que l'affaire des migrants, comme il l'a dit, lui est un migrant permanent. Mais André Berkoff, nous étions ensemble dans un lycée qui fait beaucoup parler de lui, aujourd'hui le lycée Abdelkader, qui était le lycée de Ras Beyrouth, où vraiment toutes les communautés étaient réunies. La directrice du lycée, la très redoutable Madame Lévy, retenez le nom, en 1948. Elle était orthodoxe Au ou moment, sunnite? oui, orthodoxe. Ouais. Orthodoxe. Et Madame Lévy trônait avec le plus grand respect de tout le monde, alors que nous manifestions à la porte du lycée pour la Palestine arabe, avec les filles de Riyad al-Salah, Aliya, Lamia, etc. André Berkoff a été à Lorient, puis au jour, puis à Lorient le jour, et finalement, il a dû partir comme beaucoup. Ce n'est pas le seul migrant de la guerre libanaise. Des centaines de milliers de personnes sont parties. Et je veux raconter une chose qui montre comment le Liban était encore à l'époque. André Berkoff, sa maman, que Dieu ait son âme, avait des bijoux de famille dans une banque libanaise, dans l'immeuble Fattal sur le port, c'est-à-dire sur la ligne de démarcation au pire moment. L'immeuble Fattal est pris et repris par les milices et ce sont finalement les forces libanaises et les Kataib qui mettent la main sur l'immeuble et la banque. Je ne vais pas apporter de nom, mais André, sa maman de Paris, dit « Mais mes bijoux de famille ». Moi qui étais du côté du mouvement national, de la gauche, on était en train de se bombarder. J'appelle un ami phalangiste et force libanaise. Et je lui dis, j'ai un ami libanais de confession israélite qui est à Paris, qui est un grand journaliste. Et je lui raconte cette histoire. Eh bien, je vais vous dire que en 48 heures, le jeune phalangiste a récupéré le box des Berkoff à la banque, me l'a fait amener au Nahar. Je suis allé à l'aéroport. André Berkoff est arrivé par le vol d'Air France à 2 heures, reparti à 3 heures avec le même vol, avec son sa fameuse caisse. Sa maman m'appelle le soir de Paris et me dit « Tu remercieras ton ami, il ne manque rien ». Vous voyez le tissu dont le Liban a été fait et qui survivait encore aux affres de la guerre de 1975. Mais aujourd'hui, quand il parle des replis identitaires, je suis content parce que nous avons tous connu cette dérive de la gauche vers une certaine, je ne dirais pas une droite, un centre-droite. Eh bien, au Liban, on ne peut pas parler de repli sur les identités. Ah, et comment ? Mais c'est le pire. Bien sûr. Sous, soi-disant, un président dit fort et rassembleur, Ouais. nous avons la pire des divisions qui existent dans le pays. La pire des divisions. La pire. À l'intérieur de chaque communauté. À l'intérieur de chaque communauté. Et je vais conclure simplement en disant 2 mots. J'ai été très déçu par les 2 Américains qui sont intervenus. Il faut dire ça à Maali. Ce sont des subsistances. Je sais pas. Ce sont des subsistances du régime Obama. Et je pense que rien n'a été... L'un est à Brookings et l'autre a été assistant secrétaire d'État sous Obama. Rien n'a été pire pour notre pays et pour le Proche-Orient que le laisser-aller, la faiblesse qu'a montré l'Amérique à ce moment-là. Et je trouve, je ne suis pas un trumpiste, pas du tout, mais je trouve que l'Amérique, ce n'est pas vrai qu'elle s'est repliée, là je suis d'accord avec André,
l'Amérique est plus présente aujourd'hui sur la scène internationale, mais très différemment qu'elle l'était sous Barack Obama. Merci beaucoup, Marouane. Est-ce que nous avons un micro pour Je voudrais d'éventuelles questions à André? juste un mot. Je voudrais remercier Marouane. Marouane qui est un ami depuis toujours. Remercier de son témoignage. Et je voudrais ajouter seulement quelque chose. Et je sais, parce que par rapport à Ziad qui est de bonne volonté là-dessus, quand quelqu'un manifeste son autorité, il faut arrêter, et je ne parle pas de toi, cette espèce de syndrome gauchiste qui consiste à le traiter de fasciste. L'autorité, ce n'est pas de l'extrême droite. L'autorité, c'est une manifestation de gens qui disent, à un moment donné, the buck stops here, comme disent les Américains. Là, vous ne pouvez pas... Absolument, sauf que quand elle se mélange, quand l'autorité se mélange aux extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, là on est dans une bonne mouise. Des questions, peut-être? Pas de questions? Ah, monsieur, est-ce qu'on a trouvé un micro? Samir Daher, président de l'Académie diplomatique et de l'Institut du protocole. Alors, moi, j'ai connu André Berkoff, pas comme notre ami le ministre Hamadé depuis 40 ans, mais depuis 20 ans. Et je l'ai invité plusieurs fois, et la toute dernière, c'était en novembre, il est venu parler de Trump et les colères, les raisons de la colère. Voilà. Alors, je peux dire, et je peux témoigner, que André Berkoff n'a jamais changé de position politique. Il a toujours tenu des propos, disons, de modérateur, mais il était toujours clair contre, disons, les fascistes. Il n'aime pas les fascistes. Voilà, j'ai tenu à dire un petit mot sur André Berkoff. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais ce monsieur est un des rares à avoir chit-chat avec quand même un Donald. Donc ça n'attise pas de curiosité, vous n'avez pas envie de savoir ce que Donald Trump a mangé pendant ce repas. Vous avez déjeuné ensemble? Non, je l'ai vu dans son bureau du Trump Tower à l'époque. Ouais. Mais il t'a rien offert? Pas un café, pas un whisky? Si, un café. Quand même. C'est tout. Même pas. Il ne boit jamais, il ne fume jamais, il ne boit jamais. Par contre, gros il défaut. enlève son pantalon. Beaucoup. Oui, ça pardon. compense. Le président Trump a une chance de revenir en 2020. Moi, j'aimerais bien qu'il revienne. Écoutez, moi, il va se présenter, c'est sûr. Alors, l'élection de midterm est très importante, qui a eu lieu le 6 novembre. En 2 mots, il a perdu la majorité de la Chambre des représentants, il a gardé la majorité, il a même augmenté au Sénat. Le Sénat est très important pour choisir un certain nombre de juges locaux, etc. Mais il faut savoir, encore une fois, je voudrais juste dire quelque chose sur Trump. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de bien comprendre que vous n'avez pas affaire à un politicien. Je veux dire, et quand je dis ça, je ne dis pas que tous les politiciens sont à mettre dans le même sac. C'est quelqu'un qui deal, c'est-à-dire demain, il a l'occasion d'aller voir Rouhani, il ira voir Rouhani. Il faut bien comprendre ça. C'est quelqu'un qui est capable de dire, mais je vais vous écraser, ou je vais faire ceci, cela, mais attendez, je vais vous écraser. Mais second acte de la pièce, on peut discuter. Il est comme ça. La seule chose qui compte, et je vais vous dire la différence entre un milliardaire français et un milliardaire américain. Trump, il pouvait rester dans son jet privé, ses 2 jets privés, construire des buildings, s'amuser et vivre. Il vivait très bien. $1 milliard, franchement, il n'y a pas trop de problème. Nous avons en France un milliardaire qui est 5 fois plus riche que Trump, qui pèse 40 milliards de dollars, okay, qui est monsieur, je peux le nommer, monsieur Bernard Arnault de LVMH, etc. Bien. Qu'a fait monsieur Bernard Arnault? Monsieur Bernard Arnault a demandé 3 fois la nationalité belge, qu'il n'a pas obtenue. Voilà. Il y a un type qui se bat pour son pays et l'autre qui demande la nationalité belge. Voilà. Ah oui, c'est une question d'impôt, évidemment. Conclusion de point de vue. Évidemment. Mais on n'est pas là pour attaquer ce pauvre Bernard Arnault qui a fait de belles choses quand même. Oui. Il a fait de belles et de bonnes choses. Je vais vous dire, et je rends hommage ici à un certain nombre de gens qui sont dans cette salle, eh bien moi je vais vous dire, le patriotisme, je trouve ça que ce n'est pas un gros mot. Le patriotisme, ce n'est pas une obscénité.
Le nationalisme, ce n'est pas une obscénité. Le nationalisme ne veut pas dire qu'on est contre les autres, ça veut dire qu'on aime bien son pays. Voilà. Il y a Monsieur, vous étiez en train de dire que... Pardon, vous pouvez vous présenter. Comment? Vous pouvez vous présenter. Je me présente, je suis un général Georges Sarir, je suis un général libanais à la retraite. Vous étiez en train de dire à propos de M. Trump qu'il n'est pas politicien. Oui. Bon, d'accord. Aristote professait qu'il n'y a pas de génie sans un grain de folie. M. Trump, je crois qu'on le juge mal. Parce que M. Trump, c'est un homme vraiment qui dit et qui fait ce qu'il dit. Tandis que les autres présidents ou américains, les autres administrations, ils n'ont rien fait. Par contre, depuis 1979 jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont supporté l'Iran pour extraire l'argent des pays du Golfe. Et voilà, on paye le prix maintenant. Et c'était quelque chose, c'est une intersection entre l'intérêt américain et l'intérêt israélien. L'intérêt américain, c'est que l'Iran reste toujours, bon, on peut vraiment faire payer les pays riches du Golfe. Tandis que les Israéliens, tant que le Hezbollah, il est toujours sur la frontière, et lui, il menace Israël, donc M. Netanyahou, il peut vraiment s'échapper de la paix qui est maintenant avec M. Trump, comme j'ai dit aux amis les Américains, finissons avec l'Iran, puis c'est la paix qui va, je vais proposer un plan de paix. Donc M. Trump, il est très clair. Tandis que l'administration Obama, c'était une administration qui a vraiment empêché la chute du despote Bachar al-Assad en ne soutenant pas la révolution syrienne et en n'envoyant pas des armes spécifiques pour le faire. Ce qui a fait M. Trump maintenant, il a hérité de M. Obama un grand problème et il est en train de le dénouer et d'essayer de trouver une sortie, une issue. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis assez d'accord avec vous. Je voudrais simplement vous dire ce qu'il m'a dit, parce que je l'ai interrogé sur le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Et il m'a dit, regardez, il m'a dit, c'est le deal le plus difficile que j'aurais à faire au monde. Si on réussit à faire cela, il dit, je considère que c'est le couronnement, il m'a dit comme ça, le couronnement de ma vie. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est que, bon, on ne va pas parler de ça, c'est très long. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dit que c'est au core, au centre, vous voyez, j'ai dit pour américain en plus. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment, et c'est ça qui est intéressant, pour le meilleur et pour le moins bon, on a un changement des plaques tectoniques partout. Il faut bien voir ça, je me répète là-dessus. Il y a 3 paramètres extrêmement importants. Évidemment, l'économie monde, il ne faut pas s'étendre. Les identités, je dis bien les identités. Et troisièmement, comment effectivement sortir du sous-développement. Et on voit très bien, là j'étais en Afrique il n'y a pas longtemps, l'Afrique est le prochain très grand, pas tout de suite, mais il va se passer énormément de choses en Afrique. D'abord la démographie, etc. Et il bouge. Vous savez, là on a parlé de choses négatives, mais il y a beaucoup de choses positives qui se passent. Et on va pas, je pense qu'on va reparler, vous parlez de Connecting Minds. Évidemment, c'est essentiel. L'intelligence artificielle va jouer un rôle incroyable. J'étais dans le Minnesota, où il y a une université, je vous dis ça pour parler un peu de choses peut-être plus positives. Vous expirez sur une espèce de plaque, ne me demandez pas, je ne suis pas un scientifique, et ils peuvent déceler des cellules cancérigènes avant même
je veux dire avant même que ça se déclenche ou quoi que ce soit. Il y a dans le plan de la médecine, dans le plan de l'allongement de la vie, dans le plan vraiment je dirais de la conscience, il y a énormément de choses qui se passent. Il faut bien voir, c'est toujours pareil, c'est la langue de Zop. Il y a des choses formidables et des choses terribles, c'est comme ça. Mais effectivement, la seule chose qui est très importante, c'est de ne jamais oublier ses racines. Solzhenitsyn disait, sans un arbre qui n'a pas de racines, n'a pas de fleurs, n'a pas de fruits, n'a rien. Eh bien, un pays qui oublie ses racines, qui oublie son identité, est un pays perdu, ça je le crois. Merci beaucoup.